Yann, donc CSQ maintenant. En plus. Pas de problème. Écoutez, ça va être, j'ai un dur rôle de conclure la journée, surtout après deux présentations, là, une qui est ancrée dans la réalité concrète, parfois difficile des travailleuses et travailleurs, une autre qui nous amène à penser plus loin puis à élargir nos horizons. Moi, je vous ramène à un aspect très comptable, et un peu pour répondre à la question qui se pose trop souvent, comment on va payer pour tout ça. Et en fait, la question que a lancée ma réflexion était, est-ce que le régime fiscal au Québec peut venir en appui aux différentes transitions qui sont nécessaires, là, qu'on a identifiées, que ce soit la crise des services publics, la croissance des inégalités ou la transition écologique juste. Et ça m'amène à poser des questions. Je ne vous les lirai pas parce qu'on va les voir en cours de présentation et le temps est... Je vais sûrement le surutiliser. Donc, allons-y. La première question est Philippe l'a introduit, on a face à nous, puis je suis un économiste, je fais toujours des mauvaises prédictions, mais je pense que je peux prédire qu'on aura encore ce gouvernement-là après le mois d'octobre prochain. On a un ministre des Finances qui nous a annoncé et qui continue de dire il n'y aura pas d'augmentation des impôts. On est content parce qu'il ne dit pas on va baisser le fardeau fiscal, ce qui est déjà un gain, mais il est très clair sur le fait qu'il n'augmentera pas le fardeau fiscal des Québécois. Et sa réponse son excuse est toujours de dire le Québec a le fardeau fiscal le plus élevé en Amérique du Nord. On connaît la chanson, on la chante, là, il la chante depuis très longtemps. Donc, à la question, est-ce que le Québec a le pire fardeau fiscal d'Amérique du Nord? Bien, effectivement, quand on se compare notre fiscalité brute, donc l'ensemble des ponctions fiscales qui sont faites, que ce soit les impôts, les taxes, les redevances et les tarifs, bien, on arrive effectivement plus élevé que la moyenne canadienne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la fiscalité, et on va y revenir, depuis les années 80, elle a été transformée par une fiscalisation des avantages sociaux, des prestations sociales. Donc, par exemple, les allocations familiales. L'aide aux revenus pour les plus pauvres passe maintenant par la fiscalité. On a juste à penser au crédit de solidarité, on a juste à penser à la prime au travail. Donc, il y a un effet de redistribution directe. Et cet argent-là ne passe même pas dans les caisses de l'État. Elles sont renvoyées directement dans l'économie. Un peu, là, je prenais souvent l'image d'un jacuzzi où on pompe de l'argent, mais on en réinjecte aussi une bonne partie. Quand on prend en compte cet élément-là, déjà, donc, à la fois les prestations fiscales aux individus et les subventions aux entreprises, bien, quand on prend en compte là, le dynamisme de la réinjection du système fiscal québécois est beaucoup plus fort que dans les autres provinces. Donc, en prenant en compte ces éléments-là, le fardeau fiscal net ou la contribution, là, parce qu'il faut le voir positivement, la contribution fiscale nette des Québécois et Québécoises est presque à équivalence de l'Ontario. Et on se rapproche de plus en plus de la moyenne canadienne. Juste pour vous dire, là, les subventions aux entreprises au Québec, on parle du double de ce qui est offert en proportion du PIB de l'Ontario. En fait, en chiffres réels, en dollars, c'est le même montant que l'Ontario, mais pour une économie là, qui est peut-être un petit peu plus que la moitié de l'Ontario. J'ai fait l'exercice parce qu'il y a un problème aussi lorsqu'on fait seulement regarder la fiscalité, c'est qu'on ne prend pas en compte soit les autres avantages qui viennent avec. Et entre autres, un des avantages qu'on a au Québec, c'est d'avoir des services publics ou péripublics qui sont peu chers, avec des tarifs qui sont très bas. Et là, j'ai pris juste deux exemples, donc les services éducatifs à la petite enfance, donc l'ensemble des services de garde, et les universités, dont les frais de scolarité, là, on fête les 10 ans du printemps érable, sont pas encore gratuits, mais ils sont encore plus faibles qu'ailleurs au Canada. En prenant en compte ces contributions-là comme étant une certaine forme de ponction fiscale, et en les ajoutant à la somme des contributions fiscales, on se rend compte que le Québec là, se rapproche des principales provinces du Canada, à l'exception bien sûr de l'Alberta, qui est un géant économique, mais qui peut compter sur l'industrie pétrolière et ses redevances pour éviter là, une taxation plus lourde de ses citoyens. L'autre élément qu'il faut regarder, c'est qu'on parlait à l'époque que le Québec s'offre la Cadillac des services publics parce qu'on paye en proportion de nos revenus, on paye plus cher que nos voisins du Canada.
Ce qu'il faut prendre conscience, c'est que si on paye plus cher en proportion de nos revenus globaux, qui est le PIB, c'est parce que le Québec est encore relativement une province pauvre au Canada. On est en milieu de peloton, là, peut-être devant les provinces maritimes, mais quand on se compare à l'Ontario ou aux provinces de l'Ouest, bien, on est plus pauvre. Si on regarde le montant en argent versé par chacun des adultes et chacune des adultes québécoises, toute forme de fiscalité confondue, bien là, on descend en dessous de la moyenne canadienne. Et là, vous avez les chiffres devant vous, mais je ne les vois pas à l'écran qui est devant moi, mais on est en dessous de l'Ontario et même en dessous de l'Alberta. Donc, en termes de... C'est pas qu'on se paye une Cadillac, c'est que la même voiture ou le même service qu'on veut se payer, bien, représente une plus grande portion de notre revenu. Mais il faut se poser la question, est-ce que ce n'est pas légitime qu'on veuille se payer des services publics de la même qualité que nos voisins, sachant que ces services-là, à long terme, contribuent à l'enrichissement global du Québec, et non pas le contraire, parce qu'on va tenter de nous faire croire que le fardeau fiscal est un obstacle au développement économique, là, vieille leçon d'économie 101 là, qui est assez fausse, mais qu'on récite encore. Donc, la première question, c'est est-ce que le Québec a encore les moyens de générer des revenus supplémentaires par son régime fiscal? La réponse est oui. Il y a encore de la place. Si on regarde d'une manière générale le fardeau fiscal moyen des citoyens et les services qu'on a en échange, il y a encore un espace. Et Philippe le disait, si ces services-là, en plus, sont de qualité, accessibles et ont l'appui de la population, bien, il est beaucoup plus facile de leur demander de contribuer pour les avoir. Deuxième question, est-ce que le régime fiscal vient contribuer à réduire suffisamment les inégalités de revenus? Et là, Julien, ce matin, faisait une démonstration là, que la croissance des égalités de revenus de marché, donc les salaires, les actions, les dividendes qu'on reçoit, sont en croissance énorme depuis, surtout fin des années 90. Est-ce que le régime fiscal a réussi à renverser cette croissance des inégalités-là? La réponse, c'est non. Donc, même après impôt, il y a une croissance des inégalités. Par contre, le régime fiscal, bien qu'il ne fasse pas l'entièreté du travail, continue quand même, là, il serait faux de dire qu'au Québec, on n'a pas un régime qui est progressif. Donc, vous voyez le graphique, là. Par contre, si on se compare à la fin des années 70, au début de 80, il est nettement moins progressif que qu'est-ce qu'on avait à la fin des années 70. Donc, le niveau de progression a baissé beaucoup dans les années 90 pour remonter légèrement au début des années 2000. Donc, la ligne verte que vous voyez, c'est en fait le ratio du taux de fiscalité nette pour un ménage qui gagne 10 fois le salaire moyen. Donc, en dollars d'aujourd'hui, on parle d'à peu près 400 000 $ par année par rapport au taux de fiscalité d'un ménage qui gagne le salaire moyen, donc 40 000. Et ce qu'on peut voir, là, c'est que ça partit à 4 fois plus de taux d'imposition et on se situe aujourd'hui autour du 3 fois, 2,5. Je ne vois plus, je ne vois même pas mon image moi-même. L'autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a eu une transformation de la fiscalité pendant cette période-là où les taxes à la consommation ont joué un rôle de plus en plus important, particulièrement au Québec, où Québec est venu prendre des points de TPS qui a transformé en points de TVQ. Si on prend en compte cette utilisation des taxes à la consommation, bien là, on voit qu'il n'y a pas eu de progrès, en fait, de la progressivité de l'impôt au Québec dans les années, fin des années 90, début 2000, puisque la taxation est venue maintenir cette perte de progressivité-là. Ce qu'on marque, par contre, c'est qu'en bas du ménage avec un revenu moyen, donc si on compare les familles avec revenu moyen à des familles avec un revenu inférieur au salaire moyen, bien là, il y a une progressivité plus importante. Donc, on va revenir. Il y a eu un effort considérable, et c'est à travers les crédits d'impôt, les prestations sociales fiscalisées, qu'on a vu une augmentation des transferts envers les plus pauvres, les plus faibles revenus. Donc, c'est comme si la classe moyenne était squeezée au niveau de l'imposition. Donc, elle
on lui enlève la progressivité par rapport aux ménages les plus riches. Par contre, en bas d'eux, les plus pauvres, heureusement, payent moins d'impôts par rapport à la classe moyenne. Et ça viendrait peut-être, en partie, expliquer ce fameux mécontentement de la classe moyenne, pas juste en banlieue, un peu partout, particulièrement dans un contexte où, et ça c'est un autre sujet, les salaires et les revenus de cette classe moyenne-là ont stagné dans les dernières décennies. Donc, ils perçoivent souvent la réduction des impôts comme étant la seule voie possible pour améliorer rapidement leur pouvoir d'achat. Et ça, c'est un discours qu'on va nous servir dans les prochains mois. Hein? On ne peut pas augmenter le fardeau fiscal parce qu'il y a de l'inflation, donc le coût de la vie est élevé. Donc, il faut même réduire le fardeau fiscal pour donner de la marge de manœuvre aux ménages. Je mettrai un gros 2 $ sur le fait qu'on entendra ce discours-là. Simplement vous montrer, là, quand on regarde les retours fiscaux qu'on reçoit, là, en fait, le Québec, pour beaucoup de ménages, fait beaucoup mieux, est au premier rang en termes de petite fiscalité, même si on regarde, vous avez le cas de la mère monoparentale, là, c'est plus souvent des mères qui sont monoparentales, qui gagnent 67 % du salaire moyen, donc autour de 27 000 $ par année. Bien, en fait, avec tous les retours qu'elle reçoit, sa ponction fiscale est de moins 40 %. Donc, elle finit avec un revenu 40 % plus élevé que ce qu'elle a gagné sur le marché. Merci aux retours fiscaux. D'autres cas. Sur la fiscalisation des prestations sociales, 2 cas qui sont peut-être intéressants parce qu'il faut reconnaître que ces prestations fiscales-là sont extrêmement contributives à une réduction des inégalités. Donc, on est tout à fait en faveur de transferts du gouvernement vers les ménages les plus pauvres, vers les familles, pour les appuyer. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que l'outil des crédits fiscaux est le meilleur outil? Et deux cas que je veux examiner rapidement. La prime au travail, donc on retrouve au niveau provincial, au niveau fédéral, qui date de la fin des années 70. Là, c'est vraiment toute la théorie du optimal taxation, là, qu'on dit que, dans le fond, l'impôt, les gens ont le choix entre travailler puis faire des loisirs. Et si tu imposes le salaire, ça réduit l'incitation à travailler. Donc, ils vont avoir plus de loisirs. Donc, c'est pour vous montrer la complexité du raisonnement. Et donc, on disait, si on augmente le salaire minimum, bien là, les entreprises ne vont pas embaucher. Mais pour inciter les gens à travailler, il faut quand même augmenter les revenus liés au travail. Donc, nous allons donner des transferts gouvernementaux pour encourager les gens à entrer dans le marché du travail. Donc, c'est la prime au travail qu'on connaît au Québec, au Canada. Il y a la même chose aux États-Unis. Donc, revenus plus élevés, on a une motivation à aller travailler. Et comme le salaire minimum ou les salaires restent bas, parce qu'on a ces crédits-là pour compenser, bien, les entreprises ont moins cher à payer, donc embauchent plus de gens selon la théorie économique. Juste pour vous montrer, 3 cas. Donc, une mère monoparentale encore qui travaille au salaire minimum actuellement 20 heures par semaine. Elle a un salaire de 14 444. Elle finit suite au transfert, et ça c'est un cas vraiment extrême, là, elle finit suite au transfert, que ce soit les allocations familiales ou les différentes primes du gouvernement, avec un revenu disponible de 33 000 $. C'est excellent. Mais on peut le percevoir aussi comme étant une forme de subvention salariale. Une personne seule qui travaille 20 heures, bien, c'est 20 %, son revenu disponible est 20 % plus élevé que son revenu de travail. Et une personne seule à 35 heures par semaine, bien, ce qu'on constate, c'est que dans le fond, sa ponction fiscale est presque très limitée. Là, on parle de 8 % qui est majoritairement les cotisations sociales, là, que ce soit le RRQ ou les différents éléments, et très peu d'impôts provinciaux. Si on regarde les crédits liés uniquement au travail, les primes au travail, bien, on se rend compte dans les 2 premiers cas, c'est comme l'équivalent d'une subvention de 3 $ de l'heure pour chacun des heures travaillées. Dans le cas du 35 heures, on parle de 43 cents. Mais donc, c'est pour le travailleur et la travailleuse, c'est une forme de subvention qui est faite et qui va éviter de faire porter le poids
d'avoir un revenu, de fournir un revenu renouvelable aux employeurs, mais ce sera la collectivité qui va le porter. Ça pose plusieurs éléments. D'une part, le coût, mais ça, c'est pas vraiment une préoccupation, parce que s'il y avait d'autres types de transferts qui ne seraient pas fiscalisés, mais qui existeraient, il y aurait quand même un coût associé. Mais simplement vous dire que cette mesure-là vient en fait remplacer la vraie mesure de redistribution de la richesse, qui serait une augmentation du salaire minimum. Et en augmentant le salaire minimum, une étude que j'ai faite avec Mathieu Dufour démontrait là, que pour le gouvernement provincial, c'est 1 milliard de dollars de moins en transfert et de plus en impôts qu'ils auraient dans leur coffre. L'autre élément que je veux, l'autre transfert fiscal que je veux examiner, puis ça vient toucher un peu ce que Louise parlait, de la mise en concurrence des services. Le transfert fiscal est souvent une façon, c'est comme une alternative à un service que je ne vais pas donner complètement. Donc, je ne suis pas capable d'augmenter le salaire minimum au complet, je vais vous donner un crédit d'impôt. Je ne suis pas capable de fournir des services de garde publics subventionnés avec un programme éducatif à tout le monde, donc je vais vous donner un crédit d'impôt pour les autres et débrouillez-vous. Mais dans le cas du crédit d'impôt pour les services de garde, le montant qui est versé selon les niveaux de revenus des ménages peut rendre le coût d'un service privé moins élevé que celui d'un CPE ou d'une éducatrice en milieu familial. En fait, donc, ce transfert-là, il correspond à une certaine façon à le projet qu'on avait que la droite avait à l'époque d'un bon à l'éducation. Donc, on donne de l'argent et tu choisis le type de service que tu veux recevoir. Et donc, ça participe à la mise en concurrence entre les modes de livraison des services. Et c'est un peu ce qu'on a dans le service à domicile ou avec le chèque emploi-service, qui est une des façons de donner le choix. Et en fait, on dit que c'est un choix pour les citoyens, mais en fait, souvent les gens se retrouvent à pas avoir le choix du mode de livraison de service, mais ça permet d'encourager une privatisation de ce service-là et une mise en concurrence entre les différentes façons. Et Louise en a parlé, une désolidarisation, malheureusement, des travailleurs et travailleuses dans ce réseau-là. Peut-être pour conclure presque. Presque conclure, je veux juste défaire un autre mythe. Le truc, c'est que vous pourrez poser une question sur l'éco-fiscalité, mais l'autre élément qu'on va nous sortir, je pense, c'est sur la fiscalité des entreprises. Et là, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, il faut augmenter la productivité. Vous connaissez le discours. La question qu'on va se poser, c'est peut-être que la fiscalité des entreprises au Québec est trop élevée et ne favorise pas la productivité. Globalement, la conclusion, quand on regarde l'évolution du régime fiscal des entreprises au Québec, c'est qu'on a connu dans la dernière décennie une baisse du taux d'impôt des entreprises, que ce soit l'impôt sur les profits, que ce soit la disparition de la taxe sur le capital. On parle d'1 milliard de dollars et plus de laisser aux entreprises en termes de contribution fiscale, la transformation de la taxe à la consommation en TVA, la multiplication des crédits d'impôt. Donc, la contribution fiscale, on a rendu le régime fiscal des entreprises beaucoup plus concurrentiel. Pourtant, le Québec est encore un cancre en termes d'investissement dans les entreprises. Les entrepreneurs ne font pas leur travail, n'investissent pas dans les entreprises. Alors, quand on viendra nous dire qu'il faut baisser les impôts des entreprises pour stimuler l'investissement, il faudra rappeler que ça fait minimum 15 ans qu'on fait ça et que ça ne fonctionne pas et qu'il y a d'autres éléments sur lesquels il faut tabler pour augmenter la productivité. Et je reviens avec l'augmentation des salaires, puisque supposément que l'entreprise peut faire un choix entre investir dans le capital ou embaucher des gens. Peut-être qu'au Québec, les salaires ne sont pas assez élevés et que ça n'incite pas les entrepreneurs à investir assez dans le capital. Je vais arrêter ici. Merci. Merci beaucoup, Pierre-Antoine.